Bonjour, je suis Annie Verrette, la vice-présidente de la Maison de la littérature portnevoise et aujourd'hui, je suis avec mon ami et auteur, Mick Landry. Bonjour Mick, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Annie. Et toi? Très bien. Dis-moi Mick, tu es auteur depuis plusieurs années. Oui. Tu as publié plusieurs romans, en fait. Combien donc? Je suis rendu à ma 7e publication, oui. Puis, dans le fond, l'écriture, est-ce que tu as toujours écrit ou c'est une passion qui t'a été enseignée à l'école, transmise? Oui. Bien, déjà, au primaire, je raflais tous les prix possibles là, en écriture, en français. En français, j'ai toujours été très, très bon. Et puis, contrairement à d'autres auteurs, moi, les règles orthographiques, la syntaxe, la révision, puis tout ça, j'adore ça. C'est un peu mon petit coin à moi, là, mon petit terrain de jeu, voilà. Et puis donc, déjà au primaire, j'avais cette facilité-là aussi à l'école, à l'apprentissage. J'étais un enfant et je suis toujours quelqu'un de très autodidacte qui apprend tout par lui-même. Et quand est venu le temps d'aller au secondaire, j'ai connu un professeur de français qui m'a vraiment appuyé puis qui m'a poussé à développer ma poésie. Et puis, justement, le rapport que j'en avais à l'écriture, c'est que oui, j'écrivais dans mes cours puis tout ça, mais j'écrivais pas à l'extérieur de mes cours. C'est-à-dire que c'était jamais arrivé à moi l'idée de me dire je vais écrire pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre ou pour le partager. J'écrivais parce qu'on me demandait d'écrire dans mes cours de français. Puis d'ailleurs, je prenais toujours les options de français pour écrire encore plus. Puis, à un moment donné, mon prof de français au secondaire nous donne un devoir quand même particulier, c'est qu'on apprenait la poésie. Et puis, le devoir qu'il nous a donné, il nous a dit, vous faites 4 vers. Hein? Un vers, c'est une phrase, dans le fond, là, pour simplifier la chose. 4 vers, ça doit être rimé d'une certaine façon. Vous devez le faire en alexandrin. Un alexandrin, c'est quoi? C'est quand on découpe les syllabes, bien, on arrive à 12. C'est aussi simple que ça. Donc, faites-moi ça comme devoir, puis vous êtes obligé de le faire parce que vous allez être jugé là-dessus. Vous allez avoir des petits points que vous pouvez accumuler plus tard pour votre note finale à votre bulletin. Donc, moi, je pars avec ce défi-là. Et puis, pour situer un peu les gens, j'étais quelqu'un de très introverti. J'ai toujours été dans ma tête, dans mes émotions, à l'intérieur de moi. Et puis, au secondaire, ça se traduisait par le fait aussi que j'étais très solitaire. Oui, j'avais des amis, oui, j'appartenais à certains groupes et tout ça, mais jamais de façon volontaire, plutôt de façon collatérale, si on veut, parce que les gens aimaient ma présence, peut-être un peu plus que moi j'aimais la présence des gens. Puis j'étais quelqu'un aussi, étant solitaire, j'allais beaucoup à la bibliothèque et puis je lisais beaucoup, etc. Et puis j'ai trouvé dans la poésie, justement, en lisant, une façon, comment dire, j'avais de la misère à exprimer ce que je voulais dire. Et puis la poésie me permettait d'exprimer ce que je voulais dire d'une façon particulière, encodée, cryptée un peu, qui permettait que les gens, à la première lecture, pouvaient se dire « OK, Michael, il vit des choses, puis tout ça », mais que je pouvais cacher des messages à l'intérieur. Et j'aimais beaucoup cet aspect-là de cacher ma réelle intention à l'intérieur. Et puis, j'ai fait le fameux devoir avec mon prof de français, sauf que moi, je me suis dit, je vais donner une chance à la poésie de m'habiter, je vais donner une chance à l'art d'être mon outil pour m'exprimer. Et je me suis dit, non, moi, je ne vais pas faire juste un quatrain, je vais faire un sonnet parfait. Je vais faire je me suis donné comme défi de faire la forme fixe en poésie la plus complexe qu'il n'y a pas, comme première œuvre poétique. Donc, je me suis mis à m'imaginer des choses, puis tout ça, à chercher mes sujets. Et puis, le poème s'appelle « À une fleur » et se retrouve dans mon premier recueil de poésie. Et ce sonnet-là a fait en sorte que mon professeur a été totalement surpris du potentiel que j'avais, du talent aussi déjà, et puis a continué sur l'heure du midi à me donner du coaching en particulier
pour que je développe mon écriture. Et puis, il me disait, bon, ici, ton thème, je le comprends peut-être pas trop. Puis là, je lui expliquais, c'est là que je vais aller. OK, ben tu pourrais changer ça, tu pourrais changer ça. Donc, déjà, d'avoir eu cette rencontre avec un enseignant qui voulait dépasser son statut un peu d'enseignant pour être plus coach, pour être plus, en donner plus, a fait en sorte aussi que ça a été une rencontre heureuse et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ton parcours que tu as fait académique s'en allait dans cette voie, cette direction-là. Exactement. Donc, je finis le secondaire et puis je me dis, bon, la voie la plus traditionnelle au Québec, c'est d'aller au cégep. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé au cégep juste à côté, à la Pocatière, juste à côté de mon école secondaire qui était le Collège Saint-Anne de la Pocatière. Donc, je suis allé au cégep de la Pocatière en arts et lettres. Et puis, à l'époque, arts et lettres était au profil général. C'est-à-dire qu'on apprenait à peu près tout ce qu'il y avait dans le côté artistique et tout ce qu'il y avait dans le côté littéraire. Il n'y avait pas de spécialité. Aujourd'hui, si on regarde les programmes arts et lettres un peu partout, il y a une spécialité théâtre, spécialité multimédia, spécialité, etc. Donc, moi, j'ai fait le profil général qu'on appelle. Et puis, à l'intérieur de ça, ce qui a été intéressant, c'est que ça a pu me permettre d'en apprendre, oui, sur la littérature, puis de me prendre des cours de français de plus encore, puis encore plus creuser, mes connaissances littéraires. Mais ça m'a permis aussi de toucher aux autres formes d'art et de faire de moi quelqu'un compétent dans les autres formes d'art. OK, aujourd'hui, il y a peut-être les arts visuels ou ce que je ne peins pas, ou etc. Mais aujourd'hui, je suis capable de réaliser des films, je suis capable de faire des œuvres littéraires, oui. J'ai un album musique, puis tout ça. Je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, ça fait en sorte que ça m'a fourni un bagage énorme dans lequel aujourd'hui, peu importe le contrat, peu importe la situation, je suis capable d'aller puiser là-dedans et, de pouvoir justement réaliser des œuvres incroyables sans nécessairement avoir un parcours, après ça, universitaire, spécialisé, soit en cinéma, soit en littérature, oui, etc. Parce que justement, mon prochain parcours, c'était aller à l'université, si on suit le cursus standard. Et puis, mes professeurs me disaient aussi, avec tout le potentiel que tu as, ben, tu ne vas pas aller en bas de la thèse, de la maîtrise ou peu importe. Il faut que tu pousses, là, il faut que tu continues. Et puis, par contre, la particularité, c'est mon côté autodidacte tellement développé a fait en sorte que, pour moi, ce parcours-là, tout carré, tout prêt à digérer, ne répondait pas au potentiel que j'avais, ne répondait pas à la rapidité que j'avais d'assimiler l'information et de l'assimiler, c'est ça, et de la mettre en pratique. Ce qui faisait en sorte que, quand je suis arrivé à l'université, c'était des enseignants hors pair, c'était des cours hors pair, mais pour moi, ça n'allait jamais assez vite. Je m'endormais. À chaque cours, je dormais les 15 premières minutes parce que j'avais pas de défi, j'avais pas... moi-même, c'est ça, en étant formé avec mon professeur, qui a continué pendant que j'étais au cégep, j'allais le voir. Et puis, c'est ça, j'étais rendu à un point où je m'auto-formais. Donc, c'est ce côté autodidacte qui a fait de toi un auteur quand même particulier. Je vais développer pour expliquer pourquoi je dis particulier. C'est que d'habitude, un auteur, si on regarde comme Mary Clark, c'est à peu près juste du roman policier, ou ça ressemble à du roman policier, du roman suspense. Mm-hmm. Si on prend le grand Stephen King, c'est du horreur. Mais toi, tes livres, tu touches toutes sortes de catégories. Tu as du suspense psychologique, tu as de la romance sexy surnaturelle, tu as de la poésie. Je peux t'en parler justement. Exactement. C'est que dans ma démarche artistique, qu'elle soit actuelle ou même lorsqu'elle était à ses débuts, ma démarche artistique est toujours
de travailler avec un concept. C'est-à-dire que je ne crée pas des œuvres qui vont être destinées à un pur divertissement. C'est correct, là. Aujourd'hui, je veux dire, beaucoup de créateurs font des œuvres purement axées vers le divertissement et c'est bien correct comme ça. Si ça répond à leurs critères à eux, c'est bien correct. Puis moi-même, de temps en temps, je consomme ces œuvres-là parce qu'on a le goût d'être diverti et c'est bien correct. Mais pour moi, ça ne va pas assez loin dans le processus. Donc, ma démarche, c'est vraiment de trouver d'abord un concept et d'ensuite y appliquer mon art. Donc, ce que je fais, c'est que le concept va chercher le côté intellectuel de l'œuvre et l'autre partie va chercher le côté créatif, mais émotif de l'œuvre. D'où que, quand je me décris comme un artiste pluridisciplinaire, des mots, des sons et des images. Donc, je travaille avec tout ça, mais d'abord et avant tout, j'ai un travail intellectuel qui est très présent dans ma démarche, qui fait en sorte que ça va, teinter le reste de mon œuvre à 50% au minimum. Dont je prends entre autres, par exemple, le Manoir des saisons. Le Manoir des saisons, c'est mon premier recueil de poésie. Et ce qui est particulier avec ce recueil de poésie-là, c'est que c'est une couronne de sonnets. Tantôt, j'ai expliqué c'était quoi un sonnet, comment c'était difficile de créer un sonnet avec les règles particulières. Une couronne de sonnets, c'est 14 sonnets, dont le 15e sonnet vient reprendre un vers de chacun des 14 sonnets pour se construire lui-même. C'est toujours relier le concept avec l'art et puis un peu aussi d'une manière scientifique et calculée, je veux dire, voilà. Là, on parlait du Manoir des saisons, qui est un recueil de poésie, mais ce n'est pas le seul recueil de poésie que tu as écrit. Non, en effet. Un autre recueil de poésie que j'ai écrit, c'est À ma maman, amour. Et puis, j'aime bien le décrire comme l'hommage ultime aux mamans, parce qu'il est écrit par un pseudonyme que je me suis donné, c'est-à-dire le bébé poète. Souvent, les gens me taquinent un peu avec ça, puis bon, ça fait toujours une petite blague. Mais c'est ça, le bébé poète, c'est qui? C'est moi, dans le fond, mais dans les yeux et dans le vocabulaire d'un enfant qui a environ 3 ans. Donc, ça donne de la poésie qu'on appelle naïve, parce qu'elle utilise un langage d'enfant, mais elle utilise aussi des angles de traitement, des angles de vision d'un enfant. Et c'est quand même particulier parce que je me suis dit, oui, mais si je suis un enfant, je ne vais pas commencer à parler d'économie ou de sciences, puis tout ça. Qu'est-ce qu'un enfant peut bien discuter ou avoir le goût de transmettre? Et je me suis dit, il va avoir le goût de parler de sa maman. Il va avoir le goût de se dire, « Wow, maman, t'es là quand ça va mal, t'es là quand ça va bien, etc. » Il va avoir le goût de dire aux autres comment sa maman est géniale. Peut-être qu'un jour, j'écrirai à mon papa amour, pourquoi pas. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est À ma maman amour, un recueil de poésie naïve. Puis la poésie, tu es capable de la convertir, de la réutiliser. Donc, si je ne me trompe pas, quand tu as fait ta trilogie, qui est une romance sexy surnaturelle, tu as utilisé ton talent en poésie pour pouvoir écrire quelque chose de plus littéraire. Peux-tu nous parler de ta trilogie? Oui, tout à fait. Donc, la trilogie, c'est de la romance sexy surnaturelle, comme tu disais. Les gens me demandent souvent, mais c'est quoi de la sexy romance? De la romance sexy surnaturelle, pardon. Bien, c'est une trilogie où on parle de romance. Donc, le sujet principal, c'est des histoires d'amour. Entre autres, c'est l'histoire d'amour de l'héroïne, Kira Lovelace. Lovelace qui veut dire sans attache. Hein? Donc, Kira Lovelace, qui, dans le fond, se découvre des pouvoirs surnaturels. Elle ne comprend pas trop, puis ça correspond avec ses premières histoires d'amour, puis tout ça. Puis elle vit toutes sortes de péripéties qui lui tombent un peu dessus, et puis qui fait en sorte qu'elle n'a pas le choix là, de régler
tout ce surnaturel-là qui lui arrive, parce qu'elle-même, progressivement, elle devient une de ces créatures surnaturelles-là, de régler tout ça avant de pouvoir se dire, OK, je vais vraiment vivre une histoire d'amour ou je vais vraiment vivre une histoire d'être humain normal. Donc, ça, c'est la portion romance surnaturelle. Je viens tout juste d'en parler. On parle d'anges, de démons, on parle de magie. Et puis, romance sexy surnaturelle. Le sexy, c'est que justement, puisqu'on parle de romance, d'amour, tout ça, il y a des scènes carrément sexuelles, carrément érotiques. Et ce que je voulais faire, c'est ne pas... c'est m'écarter un peu de la vulgarité et de la pornographie. Et c'est justement avec ma poésie que je suis venu à utiliser, entre autres, des outils comme la métaphore filée, pour arriver à décrire mes scènes érotiques d'une façon poétique, ce qui fait en sorte que quand les gens lisent ma trilogie de romans, ils sont d'abord attirés par le fait que c'est un roman, puis ça attire des lecteurs de romans. Mais grâce aux scènes érotiques qui sont poétisées, ils consomment ma poésie quand même. Tu vois? Quand tu as terminé ta trilogie, tu es passé à un suspense psychologique. Qu'est-ce qui a fait que tu es carrément changé du tout au tout? C'est fort simple. Je me ramène à ma démarche encore, qui est à partir d'un concept. Moi, ce qui m'allume, c'est les concepts. D'abord, le Manoir des saisons, c'était le concept de faire ce défi littéraire-là qui est la couronne de sonnet. On va se le dire, dans l'histoire de la littérature, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont réussi, peut-être une centaine maximum au niveau mondial, là, si on regarde. Bon. Et puis, le défi de À ma maman, amour, et le concept aussi, c'est se mettre dans les yeux d'un enfant de 3 ans pour écrire de la poésie. Quel défi génial, hein? Et puis, pour la trilogie Kira Lovelace, c'était fort simple. C'était de faire consommer de la poésie à des lecteurs qui sont d'abord axés sur le roman. Et puis, pour mon trailer, mon suspense, justement, qui s'appelle Virtuelle, V-I-R-T-U, traduction E-L-L-E, virtuel, dans le fond. Le concept était fort simple. C'était d'écrire une histoire, qui critique l'usage des réseaux sociaux, mais qui fait aussi, comment j'exprimerais ça, qui plonge le lecteur dans un parcours psychologique du personnage qui fait en sorte que, à la fin, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai vraiment tout compris, etc. Puis, un peu comme un roman d'enquête ou de l'investigation, on va chercher à relire en arrière pour trouver des réponses, pour se dire « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais oublié ça ou j'avais oublié ça. » Donc, le concept était vraiment d'abord une critique des réseaux sociaux et comment aujourd'hui on se fie trop un peu sur rencontrer l'amour sur Internet. Hein. Aussi une critique du réseau, employeur-employé dans une boîte, puis comment les gens interagissent entre eux, à savoir est-ce que nos amis sont vraiment nos amis ou ils jouent contre nous? Vois-tu? Donc, c'est vraiment la progression d'un personnage qui a un besoin, c'est-à-dire rencontrer l'amour dans sa vie, rencontrer une personne, mais que tout au long de la courbe narrative, ça dégraisse au point où il se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive? » Puis à la fin, on découvre qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a subi. Et c'est là que la magie se crée. Tu comprends? Donc, Virtuel, ça raconte l'histoire de notre pauvre Jean sans chagrin, qui va avoir 40 ans bientôt, et puis il veut trouver l'amour, il veut rencontrer une femme, il se dit « Je suis encore puceau, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. » Et puis, il s'inscrit à un réseau social, et puis un réseau de rencontres, et puis cette personne-là vient à le harceler dans tous les plans de sa vie. Puis, ça donne qu'en même temps au travail, il y a des pressions contre lui. Donc, c'est vraiment le défi en tant que tel, c'était d'avoir un personnage au point A stable et de tellement l'ébranler qu'il arrive à la fin. Puis la fin, je ne la révèle pas. Hein. Vous lirez.
virtuelle. Donc, depuis tantôt, tu parles que tu aimes les défis. Oui. Ce qui m'amène à ton 7e livre, Oui. que tu as vraiment réalisé un grand défi. Et je crois que c'est un clin d'œil justement à tout à l'heure quand tu parlais de tes marathons d'écriture, 24 heures d'écriture. Je crois que tu t'es inspiré de ces 24 heures-là pour pouvoir écrire ton dernier défi qui était? Qui était Ne dors pas, Mick. Ne dors pas, Mick, un livre écrit en 24 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement, tu as fait le clin d'œil au marathon d'écriture, je me suis dit, je vais passer 24 heures à ne pas dormir pour écrire un livre, à raison de 2 pages à l'heure. Puis, si je n'écris pas mon 2 pages, c'est décevant, mais j'ai raté mon défi carrément. Donc, et puis si je m'endors aussi, forcément, j'ai raté le défi. Le sujet, je me disais, bon, ça faisait une vingtaine d'années que je souffrais de ce qu'on appelle des terreurs nocturnes, c'est-à-dire des gros cauchemars où on se réveille, puis le cauchemar continue à nous hanter, même dans la réalité pendant un court laps de temps. Puis ça fait en sorte qu'on vit toutes sortes d'émotions, toutes sortes de peurs et d'angoisses, puis tout ça. Je me suis dit, ben c'est ça, le concept. C'est que je ne dormirai pas parce que je vais avoir peur de fermer les yeux puis de rencontrer ces démons qui me hantent un peu. Et j'ai appelé ça « Ne dors pas, Mick ». Un défi où j'ai invité mon ami Marc Thibault, réalisateur de Québec, qui, lui, se spécialise dans l'épouvante et l'horreur. Et il est venu faire le défi avec moi. Il a passé 24 heures debout pour réaliser un documentaire qui s'appelle aussi « Ne dors pas, Mick » et qui retrace l'essentiel de mon défi. Parfois, je fais des confidences à la caméra que là, je ne suis plus capable, il faudrait que je dorme. Donc, il y a vraiment de l'humour au travers, puis c'est vraiment intéressant. On peut le voir sur Internet, je mettrai le lien. Et puis, c'est ça mon défi, écrire un livre en 24 heures, et je l'ai relevé. Ce qui est particulier, c'est qu'après avoir publié mon livre, pouf, plus de terreur nocturne. Ça m'a guéri. Mais tu es rendu à 7 livres de publier, comme on vient de le dire. Mais pour pouvoir les publier, quelle a été ta démarche? C'est grâce au refus, dans un sens, qu'est venue mon idée de me dire, OK, j'ai aussi des qualités d'entrepreneur. Je suis un visionnaire aussi, je vois des années à l'avance. Donc, je vais utiliser ces capacités-là pour créer ma propre entreprise. Ma propre entreprise d'édition. Les éditions des mots livrés. Et c'est là que j'ai commencé à publier mes œuvres. Je me suis dit, je vais faire mes erreurs, je vais faire mes essais, mes expérimentations avec mes propres œuvres. Alors que... et puis, ça va me permettre justement d'aller ensuite vers des clients et leur proposer des services adaptés à la clientèle. Voilà. Donc, ce que tu expliques, c'est que ta maison d'édition, elle s'adapte à l'auteur. Tout à fait. Donc, chez nous, moi, ce que j'aime à dire, c'est que je ne publie pas des genres. Souvent, les maisons d'édition vont être spécialisées dans des genres littéraires. Donc, je ne publie pas des genres, je publie des gens. Tu vois? Donc, c'est le rapport vraiment à l'être humain. Et ce que je fais comme forme d'édition, c'est que je ne prends pas la forme d'édition qu'on dit à compte d'éditeurs des grandes maisons traditionnelles où ce que l'auteur ne reçoit que 10 % des ventes. Le slogan de mon entreprise, c'est « l'éditeur de mon livre ». Donc là, tu viens de parler que tu étais éditeur, oui. Mais tout à l'heure, tu as fait référence comme quoi que tu avais sorti un album, oui. Ce qui signifie que tu es aussi auteur, compositeur. C'est ça, exactement. Mon album, dans le fond, Hier, demain, reprend des poèmes classiques, Baudelaire, Néligan, Villon, Nommelet, et les transforme au goût du jour en musique folk. Et puis le but là-dedans, c'était dans le fond de redécouvrir des textes anciens dans une musique pas nécessairement actuelle, mais dans une musique que moi je joue aujourd'hui. Donc, hier, demain, c'est un peu une rencontre de tout ça. Et parallèlement à ça aussi, je suis dans le secteur du cinéma, c'est-à-dire que je suis réalisateur. Et puis présentement, je suis en train de travailler sur mon premier long métrage, c'est-à-dire un documentaire d'1 heure
sur justement ton livre, La gang des exclus. Mais je crois que tu t'es aussi impliqué dans différentes communautés. Oui. En réalité, moi, je me suis impliqué beaucoup dans la culture dans la région. Présentement, je suis président et fondateur, avec toi d'ailleurs, de la Maison de la littérature pornevoise. Qu'est-ce que c'est que cet organisme-là? C'est très, très simple, on l'a déjà expliqué d'ailleurs. C'est un organisme qui vise la diffusion et la promotion des auteurs et des œuvres pornevoises. Pas juste les tiennes, pas juste les miennes, celles de tous les auteurs et auteurs pornevois. Et c'est un très beau projet parce que c'est, comment dire, c'est de créer une famille, hein, c'est de créer une communauté qui va s'entraider. Le prochain événement, c'est justement la foire du livre indépendant à Portneuf, le 25 mars prochain, à Donnacona, où on va se réunir ensemble autour de nos œuvres, autour des auteurs, et on va inviter la population à venir nous voir. C'est un peu ce qui me donne le goût de continuer, que ce que je fais peut en influencer d'autres de façon positive, et vivre la création, l'inspiration, puis vivre nos œuvres. Voilà. Merci, Mick, pour ta participation. Écoute, ça m'a fait plaisir d'être ici, puis aussi de faire le concept de l'émission, puis d'animer, puis que tu animes avec moi, là, c'était vraiment génial. Merci, Annie. Bonne chance pour tes futurs projets. Merci, toi aussi.